À la une, rencontre avec une femme conductrice de Titan en Guadeloupe. Une reconversion après quelques années dans le secteur de la comptabilité. En cette journée internationale des droits des femmes, ATV Guadeloupe a voulu mettre celle de notre île en valeur. Reportage dans un instant. La caravane féministe des fiertés du conseil départemental a sillonné quelques communes. L'idée était de mettre en avant les actions que mènent au quotidien certaines femmes guadeloupéennes, qu'elles soient directrices d'établissement ou membres actifs d'une association. Présentation d'une d'entre elles dans ce journal. Il n'y a pas que les femmes qui sont mises en valeur. Des spécialistes ont vanté les mérites des langues créoles aujourd'hui dans le cadre de la semaine académique du créole. L'exil et le vivre ensemble, des thèmes explorés pour mieux comprendre l'appropriation de la langue. Et enfin, coup de projecteur sur Entre deux rives, un film documentaire qui nous livre un autre regard sur l'immigration clandestine en Guadeloupe. Il est réalisé par Mariette Montpierre, notre invitée ce soir. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. Ce journal sera consacré en grande partie à cette journée internationale des droits des femmes. Et nous débutons avec ce portrait hors du commun de Wilda, la seule femme conductrice de Titan dans l'une des sociétés leaders du transport de la canne à sucre en Guadeloupe. Si investir les champs semble impossible pour certaines, telle a été la devise de cette femme en s'engageant à briser les codes convenus. Moi, conductrice de Titan, c'est un portrait signé Linda Kayarsi et Karen Diam. Au petit matin, le Black Angel fait déjà son entrée à la sucrerie de Gardel-à-Jarry. À bord, Wilda, conductrice de Titan. Dénomination attribuée à cet imposant camion très connu des campagnes sucrières. Le matin, je me lève comme tout le monde, je me prépare comme tout le monde, sauf que je me lève un petit peu plus tôt parce que j'aime bien prendre mon temps, j'aime pas être stressée le matin. Donc voilà, le temps de faire la route, j'en ai pour 15-20 minutes. Ensuite, j'arrive à l'usine, je fais le tour de mon véhicule, je fais les niveaux, je regarde s'il n'y a rien qui a un problème, en fait, des trucs comme ça, des vérifs en fait d'avant-départ. Et puis après, on regarde si le chargement il est bon, si c'est bien arrimé, tranquille. En 1 heure, le chargement de Wilda sera pesé, puis déchargé. Ce matin-là, elle a transporté 39 tonnes de Big Bag, soit 39 tonnes de sucre. Exactement. Et là, on va recharger pour revenir dans pas longtemps. Donc voilà. Depuis 2014, la Gozérienne a embrassé la carrière de transporteur routier. Transport de matériaux, de marchandises et plus récemment de produits sucriers. Il faut être vigilant à tout instant avec les véhicules légers, les poids lourds en eux-mêmes, les gens qui traversent, les enfants qui vont à l'école, ce genre de trucs. En fait, c'est pareil que dans une petite voiture, sauf qu'il faut faire un petit peu plus attention parce qu'on est un peu plus long, un peu plus large et on pèse beaucoup plus lourd. Je fais un métier que j'aime, donc du coup, c'est d'autant plus passionnant. Voilà. Derrière ses lunettes, une femme discrète qui n'aime pas toujours parler de sa profession. Pourtant, elle en est fière. Là, j'ai pas le rideau tiré, mais en général, je tire un peu le rideau, donc on me voit pas. Ça n'existe plus, métier d'homme, métier de femme, enfin pour moi, parce que bon, quand je vais chez l'esthéticienne, je vais au salon de beauté, je me fais aussi bien bichonner par des hommes que par des femmes. Donc du coup, pour moi, ces termes-là n'ont plus lieu d'être, quoi. Maintenant, chacun fait ce qui lui plaît vraiment, tu vois. Et c'est très bien comme ça, quoi. En une journée, la conductrice de Titan aura effectué 3 chargements entre Bémao et le Moule. Il faudrait que les employeurs laissent un petit peu plus la chance aux femmes. Et voilà, je pense que la gente féminine a sa place un petit peu partout et qu'il faut laisser un petit peu de féminité dans tout ça. Donc voilà, donc merci au boss. Et puis voilà. Demain, agenda identique avec la satisfaction du travail accompli. Comme un homme. Excellent parcours. Partons en Guyane maintenant à la rencontre d'une femme au parcours exceptionnel. À seulement 30 ans, Julie fait partie des 3 seules femmes sur les 25 pilotes de l'armée de l'air en exercice. Mission de sauvetage, évacuation sanitaire en forêt ponctue son quotidien aux rênes de son hélicoptère depuis maintenant 6 ans. Reportage Jonathan Lariot. Julie est commandante et pilote dans l'armée de l'air de Guyane. Devant le hangar, elle attend une équipe partie effectuer une opération d'évacuation sanitaire en pleine forêt. L'attente est courte que déjà le Puma apparaît au loin.
Il se pose rapidement. Après un court échange avec ses camarades, elle se concerte avec la commandante Hélène. Les deux femmes font partie des 3 pilotes féminines de l'escadron. C'est le ratio normal qu'il y a dans les unités en général, à peu près 10%, c'est ce qu'il y a en ce moment. Il y en a de plus en plus, ça c'est certain, c'est une bonne chose. Après, dire jusqu'où ça ira, est-ce qu'on arrivera à 50-50, j'en sais rien. Mais devenir pilote n'est pas une chose facile. Pour Julie, c'est au lycée qu'elle envisage de s'engager dans cette voie qu'elle ne connaissait pas. C'est mon père qui m'a emmené dans un forum d'information sur les métiers où il y avait un stand de l'armée de l'air. Et donc là, je me suis renseignée et c'est vrai que ça a été le déclic. Je me suis dit que c'est exactement ce que je voulais faire. D'une part, m'engager dans l'armée et puis d'autre part, devenir pilote, même si à ce moment-là, je ne connaissais pas encore grand-chose à ce cursus, mais c'était quelque chose qui m'attirait. Et donc du coup, j'ai commencé à faire du planeur pour vraiment me rendre compte si ça me plaisait, ça m'a énormément plu. Et ça a été ma décision. À partir de là, je savais que je voulais faire ça et absolument rien d'autre. Après 8 ans d'études, cette jeune pilote est aujourd'hui un militaire expérimenté. Loin d'être arrivée au bout de son ambition, elle fait partie de ces femmes qui se sont frayées un chemin dans un milieu majoritairement masculin. C'est apparemment exceptionnel de faire ce genre de métier quand on est une femme, mais c'est absolument pas le cas, parce qu'il y a maintenant des femmes dans toutes les unités de pilotes d'hélicoptères de l'armée de l'air. C'est plus des gens qu'on transporte qui des fois sont un peu surpris, ça nous rappelle que bon, c'est pas encore complètement reconnu. A priori, je vais faire toute ma carrière dans l'armée. Donc il me reste encore, là je suis affectée en Guyane depuis 3 ans, il me reste encore une année ici et ensuite je serai affectée dans une nouvelle unité en métropole pour encore facilement 50 pilotes d'hélicoptères avant de passer vraiment en état-major. 3 femmes sur les 25 pilotes de l'armée de l'air guyanaise, un nombre assez peu élevé. Pour nos pilotes, la différence reste dans le nombre, car en mission, l'échec n'est pas permis. On a un très bel exemple puisqu'on a la capitaine Hélène qui rentre d'une mission extrêmement difficile. Elle est partie faire une évacuation sanitaire d'un militaire en forêt dans le secteur de Grand-Sainty, avec une météo exécrable et dans des conditions extrêmement difficiles. Donc ça prouve que les femmes ont du nerf, ont du cran et qu'elles sont capables de remplir des missions de très haut niveau. La journée terminée, les pilotes échangent sur les détails des opérations effectuées. Demain sera une autre journée de vol pour nos 2 commandantes. En Martinique, cette journée des droits des femmes a été l'occasion de mettre en avant une chef d'entreprise de 39 ans qui évolue dans le secteur du BTP. Sous ses ordres, 9 électriciens, un monde essentiellement masculin dans lequel elle a su se faire sa place. Présentation de Frédéric Mazy. Ça, c'est les luminaires pour... D'accord, ok. On a bien reçu, on a tout contrôlé tout ce matin. Écoute, j'ai fait le point avec la douane, donc c'est impeccable. Vérification des stocks ce matin pour Stéphanie Cléricia. Ancienne formatrice en télécommunication, à l'aube de ses 30 ans, elle décide de tout arrêter pour s'investir dans l'entreprise familiale. Mais avant de reprendre les rênes de la société d'électricité, la jeune femme a passé plusieurs années auprès de son père. J'ai été secrétaire, assistante, jusqu'au point, son bras droit, jusqu'au moment où on a senti qu'on était prêts tous les deux, lui à laisser et moi à reprendre. Mais pour obtenir le passage de témoin, il a fallu convaincre le patron. J'étais très surpris parce que je m'étais dit que ce n'était pas une boutique auquel on vendait des vêtements et que bon, ça allait se transmettre comme ça. Non seulement c'est un métier, je ne veux pas dire tout à fait masculin, mais c'est un métier technique. Et je m'étais dit qu'elle n'avait pas les éléments techniques pour pouvoir affronter un métier pareil. Et du coup, je ne sais pas, j'ai eu une grosse réflexion. Finalement, c'est aujourd'hui bien elle qui mène la barque. Direction Tartane, 2e étape de la journée pour la patronne, vérifier que tout se passe bien sur l'un de ses chantiers. Là, tu as les pompes, et en fait, il les met à ce niveau-là. Donc là, Sous ses ordres, 5 employés. La jeune femme de 39 ans donne les directives, mais tout en douceur. Elle est plus gentille par rapport aux autres patrons qui sont un peu plus durs, qui demandent un peu plus. Mais elle est hyper sympa. Elle est plus souple. Et puis pour travailler avec elle, c'est très agréable. Cette maman de 2 enfants a dû s'imposer dans ce milieu très masculin. Face aux remarques sexistes et déplacées, elle reste dorénavant de marbre. On a toujours des petites annotations sur votre physique ou sur ce que vous êtes capable de faire, ou alors sur votre tenue du jour. Ou alors on vous regarde, vous préparez, on a des petites pointes d'humour, on a toujours un petit... Mais bon, on s'y fait à force maintenant. Depuis tant que je travaille maintenant, ça m'atteint plus en fait, voilà. Preuve de sa réussite, la chef d'entreprise a reçu il y a quelques jours un prix décerné par l'État qui récompense les figures de l'entrepreneuriat au féminin, une distinction pour un parcours atypique.
Et vous l'aurez compris, le 8 mars célèbre la Journée internationale des droits des femmes, mais l'expression souvent utilisée est Journée des femmes, l'occasion pour la gente féminine de dresser un bilan sur sa situation ou alors revendiquer son statut. Pensez-vous que cette Journée internationale des droits des femmes est légitime? Karen Diamin et Linda Kayarsi vous ont posé la question. Est-ce que vous pensez qu'on doit avoir une journée de la femme? Oui. Pourquoi? Parce que c'est bien de la mettre en valeur. C'est tout? Mais c'est dommage qu'on soit obligé de faire une journée de la femme. Normalement, on Ça devrait devrait pas. tous les jours. Voilà. C'est agréable d'avoir une journée juste pour se rappeler effectivement l'importance de la femme, mais de ce qu'elle ferait une journée aussi pour les hommes, pour les enfants, pour tout le monde. Donc, c'est une journée comme une autre. Après, c'est sympa d'envoyer des WhatsApp, c'est sympa de recevoir des petits mots et puis c'est tout. Mais après, ça ne change rien à la vie des hommes. C'est légitime mais pas suffisant. Parce qu'on devait avoir la journée de la femme, c'est tous les jours. Voilà. Vous avez prévu quelque chose de particulier aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Ce matin, j'ai pris du temps pour moi. Voilà. Nettoyage de peau, gommage, maquillage, petit déjeuner copieux, voilà. tous les jours, il faut qu'on prenne soin de soi, donc que ce soit homme ou femme, peu importe le sexe. Hein. Donc après, s'il faut de temps en temps avoir une petite pique de rappel, on ne va pas cracher dessus. Hein. Être femme, c'est pas simplement être une personne active, qui s'occupe, c'est pas simplement une mère, c'est aussi une personne qui prend soin d'elle, qui travaille à son épanouissement. Et je pense que oui, symboliquement, ça peut être bien d'avoir cette journée pour que soi-même on puisse se faire du bien. Et également pour les autres, donc les hommes, hein, puisque nous sommes partenaires, mais par moments, mine de rien, je ne suis pas certaine que les choses évoluent tant que ça et on est encore à être préoccupé par les choses domestiques hein, et la gestion du foyer. Donc ouais, une bonne piqûre de rappel, plus que quelque chose de légitime, quelque chose de nécessaire. Le 8 mars, une date pour rappeler les efforts qui restent à déployer pour faire disparaître les écarts considérables entre les hommes et les femmes, disparités professionnelles sur les salaires mais aussi sociales et domestiques. Une analyse récente de l'INSEE révèle que celles-ci tendent quasi systématiquement en défaveur de la gente féminine. Le détail avec Ayodele Germa. En Guyane, les inégalités entre les femmes et les hommes s'observent aux différents âges de la vie. La disparité la plus marquante pour les moins de 25 ans concerne la part des étudiants qui accèdent aux classes préparatoires aux grandes écoles. 3% de jeunes hommes pour seulement 1% de filles. À l'âge adulte, entre 25 et 29 ans, les jeunes femmes sont touchées par le chômage à 43% contre 10% de moins pour les hommes. Ces derniers sont en revanche plus nombreux à vivre tardivement chez leurs parents. Dans la vie active des 30 à 65 ans, les hommes touchent 3 000 € de salaire annuel de plus que les femmes, ces dernières étant pour 25% d'entre elles en situation de monoparentalité, contre seulement 4% d'hommes. En revanche, l'espérance de vie des femmes guyanaises arrivées à l'âge de 65 ans est de 22 ans, soit 4 années de plus que les hommes. Restez avec nous sur ATV Guadeloupe. Dans un instant, on parlera de ce film documentaire Entre deux rives axé sur l'immigration clandestine. La réalisatrice Mariette Pompierre est notre invitée. Et puis coup de projecteur sur les langues créoles d'ici et d'ailleurs en cette semaine académique du créole. Mais avant, embarquons dans une caravane baptisée Féministes des Fiertés. Celle-ci a sillonné quelques communes de la Guadeloupe avec à son bord Karen Diamin et Linda Kayarsi qui ont été à la rencontre d'une directrice d'une micro-crèche dans la commune du Moule. Une opération initiée par le conseil départemental dans le but de valoriser l'action quotidienne des femmes guadeloupéennes. Reportage. C'est en groupe de 4 femmes que la caravane Féministes des Fiertés est allée à la rencontre de femmes d'exception. On n'a pas de profil type, on voit toutes les femmes, celles qui font, celles qui ont fait et celles qui font en sorte à ce que les choses avancent. On a eu un premier entretien avec la doyenne de la Guadeloupe, Madame Roch. Ça nous permet, nous, de valoriser le travail, parce que le but du magazine aussi est de valoriser la femme en Guadeloupe au niveau du travail. On leur offre une rose, donc c'est une rose symbolique par rapport à cette journée, et aussi un t-shirt Féministe Mag, voilà, et des soins, voilà. Depuis un an, Lydie vit de sa passion et s'occupe des tout-petits. Un dévouement quotidien que la caravane a souhaité valoriser
mais surtout remercier. C'est une excellente initiative. Ça permet en fait d'encourager les femmes qui sont en action chaque jour, qui donnent un peu de soi pour les autres. C'est pas un métier facile. C'est un métier qui requiert beaucoup de santé, beaucoup de réactivité et en fait il faut avoir beaucoup d'amour en soi parce que c'est un métier qui est social surtout. Une première édition née d'une envie de mettre en lumière des femmes anonymes, mais qui portent leur pierre à l'édifice. Très souvent, nous mettons à l'honneur des femmes qui sont présidentes d'associations, des femmes qui font un travail remarquable avec nos enfants. Mais c'est vrai que nous avons des petites mains, nous avons des chevilles ouvrières qui font la Guadeloupe. Et justement, cette caravane, c'est l'objet d'aller voir ces femmes qui font le quotidien de la Guadeloupe, mais qu'on ne voit pas tous les jours. Après cette première édition pleine de succès, la caravane féministe des fiertés vous donne rendez-vous le 8 mars prochain. Elle est la réalisatrice d'un documentaire qui nous livre un autre regard sur l'immigration clandestine. Entre deux rives, signé Mariette Montpierre et Christelle Théophile, suit le quotidien de deux femmes originaires de la République dominicaine qui quittent tout pour espérer une vie meilleure en Guadeloupe. Mariette Montpierre, la réalisatrice, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, la Guadeloupe compte plus de 5000 immigrés en situation irrégulière, des Haïtiens, des Dominicains, des Dominicains et autres. Pourquoi avoir choisi la communauté dominicaine? Parce que c'est une rencontre. On a rencontré deux femmes qui s'appellent Johanna et Christina et elles m'ont émue. Elles ont touché mon cœur et je voulais raconter leur histoire d'immigration et surtout leur histoire d'un déchirement familial puisqu'elles ont laissé leurs enfants en République dominicaine pour venir en Guadeloupe trouver une vie meilleure. Et c'est cette histoire que je raconte. Alors justement, pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder un court extrait ensemble. Bien sûr. Regarde. Je méfie, je me dis toujours, tu sais que les enfants, quand les parents ils les font, c'est pour être avec eux. C'est pas pour les abandonner. Moi, toujours, je les fais comprendre à chaque fois que je viens à la République dominicaine que je ne l'ai pas abandonné. Je me suis éloignée d'eux. Ya estoy cansada. Yo voy a pagar 5.000 y me lo llevo ilegal y punto. Y punto. Me gustaría vivir en Guadalupe con mi madre, porque me gusta estar con ella. Cuando ella está aquí me siento muy feliz. Mira, ay, mi hijo, ¿qué yo puedo hacer? Yo no puedo agarrarle y entrar en una maleta. Si Frukiti, vente conmigo. Como él me dijo una vez, que lo llevara en una maleta. Si j'avais eu le choix, je n'allais jamais partir de la République dominicaine et les laisser. Un día lo vamos a juntar grande, viejo, en el cielo, un día de esto. Un día de esto. Dans cet extrait, ce qui ressort principalement, c'est l'éloignement, l'absence. Oui. C'est tout le propos de ce documentaire. Absolument, l'éloignement, parce qu'en fait, lorsque ces femmes viennent en Guadeloupe, illégalement, elles viennent seules et elles laissent leurs enfants en République dominicaine. Peut-être qu'elles espèrent y retourner. En tout cas, elles espèrent surtout pouvoir les faire venir. Et la réalité, c'est que nombreux parmi eux ne peuvent pas, parce qu'on leur demande le regroupement familial, le processus par lequel elles pourraient faire venir leurs enfants, leur demande un certain nombre de papiers qu'elles n'ont pas. Principalement 24 fiches de paye, et c'est souvent très difficile pour elles d'accumuler ces 24 fiches de paye en un certain nombre de temps donné. Alors justement, il a quand même fallu gagner la confiance de ces personnes pour qu'elles puissent se livrer. Comment cela s'est-il passé? Alors ça s'est passé petit à petit. Nous avons d'abord fait un casting. Nous avons recherché ces femmes, Christelle Théophile, Nina Villus et Christine Benelus. Nous les avons cherchées et nous avons fait ce qu'on appelle des repérages. Nous sommes rentrés petit à petit dans la vie de ces femmes pour qu'elles nous accordent leur confiance et pour que moi aussi j'ai confiance en eux. Et en fait, une fois que je plaçais mes caméras chez elles, sur leur lieu de travail, eh bien, elles étaient naturellement en confiance et la caméra ne se voyait pas.
la caméra n'était plus une caméra, c'était juste un élément avec lequel elle pouvait évoluer au quotidien. Donc j'imagine que vous n'avez pas déguisé la réalité, c'est vraiment... Pas du tout. C'est vraiment ce que vous avez voulu retranscrire. Oui, c'est ce qu'on appelle le cinéma direct. En fait, il n'y a pas de mise en scène. Les acteurs, enfin les sujets sont là et ils évoluent dans leur cadre au quotidien. Et c'est le cinéma direct, le cinéma vérité. Et quel objectif, quel pari vous êtes-vous lancé, Christelle Théophile et vous, en écrivant ce documentaire? En fait, c'est le pari de porter un nouveau regard sur cette population d'immigrés, sur ces Dominicains, parce que en fait, ce sont des gens, des êtres humains comme nous. Ils ont le droit, ces femmes ont le droit à la parole, elles ont le droit d'exister, elles ont le droit de travailler pour élever leurs enfants. Et nous avons envie de les montrer dans leur réalité, puisqu'elles travaillent, elles payent des impôts comme tout le monde. Donc il faut les accepter et puis il faut et aussi stopper les préjugés. Stopper les préjugés. Quel type de préjugés? Parce qu'en fait, on dit toujours que les Dominicaines sont des prostituées. En fait, on voit bien dans l'exemple, dans ce film, qu'il y a une autre population. Oui, généralement, quand elles viennent ici, c'est vrai, pardonnez-moi, oui. Soit elles deviennent prostituées ou soit dans les salons de coiffure. Oui, les salons de coiffure, c'est très bien. On adore se coiffer. Donc, c'est un métier très noble. Mais les Dominicaines ne sont pas toutes des prostituées. Il y a des Antillaises, il y a des Françaises. C'est ce nouveau regard que j'aimerais porter sur la population. Et au final, cette quête d'une vie meilleure, est-elle fondée ou est-ce une illusion perdue en arrivant en Guadeloupe? Comment ça se passe pour elle? C'est très difficile pour elle parce qu'il ne faut pas qu'elle tombe dans la prostitution, donc il faut qu'elle se batte. Bon nombre d'entre elles se battent. Et c'est le cas de Johanna, puisque Johanna, elle a un commerce, un restaurant sur la plage de Galba, à Sainte-Anne, donc elle a réussi sa vie. Tout ce qui lui manque, en fait, c'est faire venir son fils Edison qui est resté en République dominicaine. Et de même pour Christina. Christina, elle travaille dans une boulangerie maintenant, au Gosier, mais elle se bat encore, ne serait-ce que pour faire venir son fils en vacances en Guadeloupe. On lui a refusé un visa de touriste pour faire venir son fils pendant 45 jours en Guadeloupe. Et pourtant, la République dominicaine est quand même... a quand même une réputation touristique quand on regarde toutes ces affiches publicitaires sur Punta Cana. Donc cette vie meilleure, si on comprend bien, elles ne peuvent pas se l'approprier chez elles. C'est-à-dire que la République dominicaine, il y a une inégalité énorme économique. Vous avez des très riches et vous avez des très pauvres. Johanna, par exemple, elle touchait 150 € par mois en étant policier municipal. Donc elle ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille avec 150 € par mois. Et on lui a proposé en Guadeloupe d'avoir 1200. Donc forcément, elle a sauté sur l'occasion, sauf que quand elle est arrivée, c'était la prostitution. Mais en fait, elle a choisi une vie autre. Vous pensez que ce type de documentaire réel, de cinéma réel manque dans le paysage audiovisuel local ? Oui, cela manque, mais c'est pour ça en fait que nous sommes un certain nombre à vouloir développer ce format, à développer une écriture nouvelle et des productrices comme Nina Villus et Christine Benelus font ce merveilleux travail, accompagnée de Christelle Théophile qui écrit et qui propose des sujets très intéressants. Et j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir mettre en image, donner ma version de la réalité sur ce très beau sujet qu'a proposé Christelle. Entre deux rives, qui a été diffusé hier en avant-première au Rex, quelle sera ou quelles seront les prochaines diffusions, les prochains rendez-vous le mois Il y a toute une série de diffusions sur de nombreuses chaînes télé et puis aussi dans des festivals. Dans 2 semaines, le film passe aux rencontres cinématographiques de la Martinique. J'en suis ravie. Et puis il y aura une carrière. Ce qui est super, c'est que les films voyagent. Donc le film ira dans les pays étrangers, aux États-Unis, en Afrique, en Asie on espère qu'il ira loin, on espère qu'il sera bien vu. Sûr, bien sûr, comme le bonheur d'Elsa a eu un super chemin, donc je suis ravie.
Merci beaucoup Mariette Montpierre d'avoir répondu à nos questions et d'être venue sur ce plateau. Restez avec nous pour cette fin d'édition. On termine justement cette édition avec ce séminaire sur les langues créoles. Ce matin, ce sont les thèmes de l'exil et du vivre ensemble qui ont été abordés par des spécialistes de la langue au Mémorial Act. Ceux-ci ont permis de mieux comprendre l'appropriation et la valorisation du créole dans nos régions. Reportage Linda Kayarsi et Karen Diam. Comment les différentes formes d'exil ont-elles été traitées à travers le temps par la littérature, les arts, la linguistique et l'anthropologie? Cette problématique suscite débat et réflexion depuis ce matin au MACT. L'exil, c'est l'origine. Tous, les Amérindiens même, qui venaient d'Amérique du Sud, les Européens, les Africains, et en dernier, les gens venus d'Asie, hindous, chinois. Donc, quelque part, l'exil qui est souvent présenté comme la perte de l'origine et quelque chose qui fait perdre, qui fait disparaître, qui fait oublier, etc. Nous, c'est l'inverse. C'est de là qu'on vient et nous avons généré une identité et un enracinement dans nos pays, dans nos petites îles, à partir de tous les exils qui nous ont constitués en refusant d'être simplement des gens qui avaient la nostalgie de l'ailleurs d'où ils venaient. La notion d'exil encourage ce parterre d'enseignants mais aussi de citoyens à fédérer autour d'une action commune, le savoir-vivre ensemble. Il n'y a d'étrangers nulle part. Que l'étranger, c'est tout le monde, c'est nous tous. Et que donc, se baser sur une identité qu'on a, l'enfermer, dire ensuite tous les autres ne doivent pas en être, ou sont extérieurs, ou sont étrangers, ou que si je vais chez eux, c'est une perte, c'est complètement une erreur. Et que le vivre ensemble, c'est la terre qui nous le donne. La terre tout entière nous appartient, disent les poètes. Nègre colporteur de révolte, tu connais tous les chemins du monde. Encore un poète Jacques Roumain. Cette conférence fait partie d'une série de manifestations organisées autour de la Semaine académique du créole, qui se tient jusqu'au 10 mars. Et avant de clore cette édition, voilà quelques informations pratiques et utiles à votre quotidien. Pour ceux qui sont en mer, attention à cette alerte météo. La vigilance jaune est maintenue pour mer dangereuse à la côte. Et plus d'éléments sur le site de météofrance.gp. Et n'oubliez pas votre rendez-vous avec l'EFS Guadeloupe demain de 8h à 13h à la CGSS à Dotémar, à Perrin, aux Abîmes. Et si vous avez une information, si vous êtes témoin d'un événement, ayez le réflexe de nous appeler à la rédaction d'ATV Guadeloupe au 0590 71 11. Envoyez-nous un email à rédaction@atv.gp. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Mais sans plus tarder, retrouvez Eddy Planté dans Questions Directes. Ce soir, il reçoit Laurent Bernier, le maire de la ville de Saint-François.